Voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres. Ici aux États-Unis, l'enquête pouvant déboucher sur une éventuelle destitution du président Donald Trump a pris une nouvelle tournure ce mercredi avec le début des auditions publiques. Nous en parlons dans un instant avec Arzuma Compaoré. Les rapports sont au beau fixe entre la France et la RDC. Emmanuel Macron est attendu dans le pays l'année prochaine et la France devrait investir pas moins de 65 millions d'euros en RDC. En Angola, après 16 ans de règne, Isaías Ngola Samakuva quitte la présidence de l'UNITA sans avoir remporté une seule élection présidentielle. Un défi qu'il espère voir son successeur relever. Bonsoir. La lutte féroce entre Donald Trump et les démocrates est ce mercredi sous l'œil des caméras avec les premières auditions publiques au Congrès américain dans le cadre de l'enquête visant à destituer le président républicain soupçonné d'abus de pouvoir. Sans plus tarder, rejoignons notre correspondant en direct du Parlement américain, Arzuma Compaoré. Bonsoir et merci d'être avec nous. Il y a quelques heures, donc, ces premières auditions ont débuté. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade ? Alors John, dès 10 h du matin, la Chambre des représentants a entamé l'audition de Bill Taylor et de George Kent, deux diplomates qui avaient raconté à huis clos ce qu'ils considèrent comme étant des efforts déployés par les proches du président pour forcer l'Ukraine à enquêter sur Joe Biden. Chacun d'eux est longuement revenu sur les enjeux stratégiques, politiques et sécuritaires que représente l'Ukraine pour les États-Unis avant de passer à l'étape des questions-réponses. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de l'intervention de Bill Taylor, ambassadeur américain par intérim à Kiev. J'ai trouvé cet arrangement déroutant et inhabituel pour élaborer une politique américaine à l'égard de l'Ukraine. Il semblait y avoir deux circuits pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique américaine. Un circuit régulier et un autre très irrégulier. Vers la mi-juillet, il était devenu clair pour moi que la réunion souhaitée par le président Zelensky était subordonnée aux enquêtes sur Burisma et à la prétendue ingérence de l'Ukraine dans les élections américaines de 2016. Il était également clair que cette condition était dictée par le circuit politique irrégulier qui, selon moi, était guidé par M. Giuliani. Alors, ces auditions représentent la première occasion pour les républicains et les démocrates de présenter leurs arguments au peuple américain. Les deux partis savent déjà ce qu'elles pensent de cette affaire. Les démocrates disent que le président a clairement commis un acte de corruption en bloquant l'aide américaine approuvée par le Congrès en échange d'une aide pour la défense de ses intérêts politiques nationaux. Les républicains, eux, soulignent que cette aide a finalement été versée à l'Ukraine et que le président n'a jamais eu d'informations sur son rival politique Joe Biden et son fils Hunter. Le président doit-il être démis de ses fonctions parce qu'il a commis l'un des trois actes énoncés dans la Constitution, à savoir la trahison, la corruption ou l'acte de d'omission. Maintenant, c'est au peuple américain de décider, même si le processus sera long. Je vous propose d'ailleurs un petit explicatif pour mieux comprendre la procédure de mise en accusation. Tout commence à la Chambre des représentants. Un seul membre peut l'introduire ou une commission peut voter pour entamer le processus. Le processus peut également commencer à la Chambre suite à une pétition ou un rapport d'un avocat spécial. La commission judiciaire mène généralement des enquêtes de destitution pour déterminer s'il existe des motifs de mise en accusation. Si oui, elle adopte une résolution référant l'affaire à la Chambre plénière. Un vote pour la mise en accusation est similaire à une accusation pénale, ce qui suppose un renvoi de l'affaire devant le Sénat pour jugement. Les membres de la Chambre agissent en tant que procureurs et présentent des allégations de mauvaise conduite au Sénat. L'accusé est autorisé à avoir des avocats pour sa défense. Il peut appeler des témoins et contre-interroger les témoins à charge. Le président de la Cour suprême préside les procès de destitution présidentielle. Après le procès, le Sénat délibère à huis clos.
Les sénateurs votent ensuite en audience publique sur chaque article de la résolution de mise en accusation. Des procédures de mise en accusation ont été engagées contre des présidents, des juges fédéraux, un sénateur et un secrétaire de cabinet. Alors, Azuma Compaoré, peut-on s'attendre à ce que cette enquête de 6 semaines qui se poursuit toujours influence la base des électeurs de Donald Trump pour sa réélection en 2020? Alors, c'est encore trop tôt pour donner une réponse. Nous devons attendre et voir comment cela se déroulera. Mais ce que nous savons, c'est que la base politique du président Trump change rarement. Il y a un groupe composé d'environ 30 à 35% d'électeurs qui est fidèle au président et prêt à le suivre, quoi qu'il en soit. Azuma Compaoré, merci pour toutes ces explications et on continuera de suivre donc ces auditions publiques. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, est à Washington dans son programme. Un entretien prévu à la Maison-Blanche avec son homologue Donald Trump. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de leur discussion, notamment la Syrie, le sort des prisonniers djihadistes ou encore l'OTAN. Après l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines déployées dans le nord-est de la Syrie, Ankara a lancé le 9 octobre une offensive militaire visant les forces kurdes alliées de la coalition internationale dans la lutte contre les djihadistes. Une conférence de presse commune des deux dirigeants est prévue en début d'après-midi. La Cour suprême des États-Unis semble divisée sur la décision de Donald Trump de mettre un terme au programme DACA qui protège près de 700 000 jeunes migrants entrés aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Barack Obama avait décidé en 2012 de lever la menace d'expulsion pesant sur ces jeunes, surnommés les Dreamers, et de leur accorder le droit de travailler, d'étudier ou de conduire. En 2017, Donald Trump a décidé de mettre un terme à ce programme. Des tribunaux ont suspendu sa décision, mais le gouvernement a fait appel jusqu'à la haute juridiction. Celle-ci ne rendra pas sa décision avant 2020, en pleine année électorale. La coopération entre la France et la République démocratique du Congo, de nouveau sur les rails. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi que son pays apportera son appui au projet de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Un financement de 15 millions d'euros devrait y être consacré. Plusieurs autres projets ont également été évoqués entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron hier en France. Les deux hommes se sont rencontrés à marge du deuxième forum de Paris sur la paix. Je vous propose de les écouter. Nous avons signé le deuxième contrat justement en matière de soutien et de développement et de désendettement pour le pays. 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations Unies. Il l'a dit, il a tellement bien étayé que je ne vois pas ce que je vais rajouter d'autre. Il y a plusieurs domaines que nous avons balayés et je suis heureux de voir la France revenir en pointe là-dessus. Et je le lui avais dit, je tenais à le lui dire, je veux que la France soit beaucoup plus présente en ce moment en Afrique. Les djihadistes et les autres groupes armés actifs dans le Sahel ont trouvé dans les mines d'or une nouvelle source de revenus profitant de la défaillance des États concernés. C'est la mise en garde contenue dans un rapport publié ce mercredi par l'ONG International Crisis Group. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des groupes armés s'emparent depuis 2016 de sites d'orpaillage dans des zones où l'État est faible ou absent, souligne l'ONG. Leur convoitise est attisée par le boom du secteur aurifère artisanal depuis la découverte en 2012 d'un filon saharien et crée cette organisation dédiée à la prévention et à la résolution des conflits. Passation de pouvoir à la tête d'un parti politique, ce n'est pas fréquent en Afrique, mais cela est une réalité en Angola. Le chef de l'opposition Isaïs Ngola Samakuva quitte la présidence de l'UNITA
après l'avoir dirigé pendant 16 ans. Yacouba Ouedraogo. 16 ans qu'il dirige l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, 16 ans qu'il n'est pas parvenu à remporter la présidentielle. Le président de l'UNITA, Isaias Samakouva, 73 ans, cède son fauteuil, lui qui a pris la tête du parti en 2003, un an après que son fondateur, Jonas Savimbi, a été tué dans une bataille avec l'armée. Après la mort du docteur Savimbi, ce n'était pas facile de l'organiser et faire de l'UNITA un parti politique comme il est aujourd'hui. Un parti politique devenu la principale formation de l'opposition, avec 19 députés sur 51, mais qui n'a connu que des défaites au scrutin présidentiel. À l'heure de se retirer, le chef de l'UNITA veut croire que son successeur pourrait enfin l'emporter. C'est le défi que nous avons maintenant, et j'espère très sincèrement que dans 3 ans, dans les prochaines élections, l'UNITA puisse prendre le pouvoir. Un espoir renforcé par le départ à la retraite du président José Eduardo dos Santos en 2017. Son successeur, João Lourenço, s'est engagé dans une lutte contre la corruption, inquiétant les enfants de son prédécesseur, Isabel dos Santos, écarté de la compagnie pétrolière nationale, et José Filomeno, poursuivi pour détournement de fonds publics. Il a beaucoup de bonnes intentions, mais je pense qu'il a des difficultés de matérialiser des intentions. L'UNITA choisira son président ce vendredi et Isaias Samakouva assure qu'il lui confiera les clés sans arrière-pensée. La sénatrice Jadid Agnès s'est proclamée présidente par intérim de la Bolivie, une annonce aussitôt qualifiée de coup d'État par les présidents Evo Morales en exil au Mexique. Madame Agnès, deuxième vice-présidente du Sénat, s'est proclamée à la tête de la Bolivie malgré l'absence de quorum au Parlement, arguant de la nécessité de créer un climat de paix sociale dans le pays, secoué par une grave crise politique depuis l'élection présidentielle fin octobre. Hong Kong vivait ce mercredi une nouvelle journée de tension après une nuit d'affrontements ultra-violents dans une université entre manifestants pro-démocratie et forces de l'ordre. Les travailleurs matinaux ont fait face à la fermeture de plusieurs stations de métro et d'une ligne de chemin de fer et à l'arrêt de plusieurs lignes de bus. Les graves violences de ces derniers jours ont incité les puissances occidentales, États-Unis et Royaume-Uni, en tête, à exhorter la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, à trouver un compromis avec les manifestants. La diplomatie chinoise a quant à elle rejeté les arrière-pensées de Londres et de Washington. Et puis, un tribunal d'Alger a acquitté ce mercredi 5 manifestants accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir porté un drapeau à Magazi au lendemain de la condamnation d'une trentaine d'autres à 6 mois de prison ferme. Le parquet avait requis 18 mois de prison pour les 5 protestataires et le verdict prévu le 30 octobre avait été reporté en raison d'une grève des magistrats. Et puis 6 Tanzaniens ont été tués et 7 blessés au cours d'une attaque menée par des hommes armés contre leur village la nuit dernière. Les assaillants, vraisemblablement venus du Mozambique, se sont rassemblés avant d'ouvrir le feu. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. It was after the article in Political came out in that first intense week of September. Gotcha. So after that August 29th conversation. There's a lot of talk about Rudy Giuliani and who he was and wasn't meeting. Do we know or have an idea of the Ukrainian officials that he was meeting?
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Combler le déficit de formation des jeunes afin de leur éviter la dangereuse traversée vers l'Europe, c'est le défi que tente de relever l'Académie Banlieue Culture au Sénégal. Dans ce journal, nous parlerons des scooters. C'est la nouvelle tendance en matière de déplacement ici même à Washington. Mais attention, ces deux roues ont leurs avantages et inconvénients. Et puis en sport, début aujourd'hui des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Yacouba Ouedraogo nous en parlera tout à l'heure. Des dizaines de Tunisiennes ont manifesté ce mercredi à marge de la première session du nouveau Parlement pour protester contre la présence de Zouher Maklouf, un député accusé, image à l'appui, de harcèlement sexuel, une affaire ayant déclenché un déferlement inédit de témoignages sur les réseaux sociaux. Le harceleur ne légifère pas, ont scandé les manifestantes devant le palais du Bardo à Tunis, où les 217 nouveaux députés élus lors des législatives du 6 octobre s'apprêtaient à prêter serment, ce qui leur confère une immunité parlementaire pour les 5 années à venir. Leur baiser affiché sur les réseaux sociaux avait fait le tour du monde. En 2013, un adolescent et sa petite amie avaient été arrêtés dans le nord-est du Maroc pour avoir affiché leur amour sur la toile. Une plainte avait été déposée par une association locale pour atteinte à la pudeur. 6 ans après cette affaire de photos de bisous qui avait défrayé la chronique et mobilisé des milliers d'internautes, la jeunesse marocaine vit-elle enfin le temps des amours libres, sexe et amour au Maroc en 2.0? C'est un reportage de notre correspondante Ilham Loker au Maroc. Un jour, mon prince viendra, un jour, on s'aimera. Hicham rêve, lui, de rencontrer sa princesse au Maroc. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il fréquente les sites de rencontres. Entre tabous et interdits, pour s'aimer, il faut faire preuve de ruse dans le royaume. Bonjour. Il y a beaucoup des gens, filles et garçons, qui flirtent dans les forêts, mais c'est toujours, ils sont cachés. Dans la rue, c'est très choquant pour les autres. Et c'est parce que la tradition, la culture, notre religion aussi, c'est qu'il faut avoir un respect. Il faut avoir déjà une vraie relation, une relation pas juste pour le plaisir. Hicham s'est lié d'amitié avec Amina. Les deux jeunes se sont rencontrés sur Facebook. Depuis, ils se racontent régulièrement leur histoire de cœur. Grâce aux réseaux sociaux, j'arrive à m'exprimer. J'ai gagné en confiance. Je peux parler de n'importe quel sujet. Parmi les sujets les plus importants à mes yeux, il y a l'éducation sexuelle dans notre société. L'éducation sexuelle, ce n'est pas faire l'amour. Au contraire, c'est s'informer et s'éduquer sur la sexualité. Et je parle bien sûr d'amour et beaucoup d'autres choses. Le poids des traditions et de la religion pèse surtout sur les femmes, avec toujours la virginité qui reste une valeur or. Malgré le fait que beaucoup de femmes ont été instruites, diplômées, éduquées, etc., elles recommencent à mettre en place des choses dans l'éducation de leurs fils et de leurs filles. C'est-à-dire elles reproduisent les schémas ancestraux qui font qu'en définitive, la fille n'est pas comme le garçon. Elle est minorée, elle a un rôle moindre et elle doit surtout se préserver, avoir peur de l'homme d'une certaine manière. Une peur causée aussi par l'article 490 du Code pénal. Les Marocains risquent d'1 mois à 1 an de prison pour des relations sexuelles hors mariage. Pour sensibiliser sur la dangereuse route migratoire vers l'Europe, de plus en plus fermée, un groupe d'artistes et de musiciens sénégalais ont créé une association dénommée l'Académie Banlieue Culture.
Leur but est de combler le déficit de formation des jeunes afin de les dissuader de la traversée maritime illégale. Blanche Sanou nous en dit plus. En se promenant sur une longue plage dans la banlieue de Dakar, Astou Faye rêve d'immigrer légalement en Europe. La mère célibataire de 25 ans veut déménager en France, ouvrir un magasin de cosmétiques et offrir un meilleur avenir à son fils de 3 ans. Selon elle, les opportunités sont de plus en plus difficiles à trouver au Sénégal, où plus du tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais elle est hantée par le souvenir du fils de sa voisine qui est parti en bateau et dont on n'a plus jamais entendu parler. La maman s'est mise en pleurs parce qu'il ne savait pas où est-ce qu'elle va y aller pour chercher son fils. Il n'a pas de source pour faire ses recherches pour enfin trouver son fils. Cette histoire est assez courante au Sénégal où 75% des familles souffrent de manque de moyens, les emplois sont rares et sous-payés, les écoles sont chères, les universités sous-financées et une grande partie de la main-d'œuvre est informelle, selon un rapport de la Banque mondiale. Pour tenter de redonner espoir aux jeunes, l'Académie Banlieue Culture offre des formations en production musicale et cinématographique. Il y a beaucoup de jeunes que nous connaissons qui ont pris la mer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont restés. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont revenus. Mais totalement traumatisés aussi par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue là-bas. Dans un studio de musique appartenant au label sénégalais Peak Sound, de jeunes hommes et femmes viennent se former régulièrement. Fodé Thior est l'un des artistes de rap en herbe ayant bénéficié de 4 cours différents au sein de l'association. J'avais une fois tenté pour aller, mais c'était par la voie légale. Mais Dieu a décidé que je ne fallait pas partir. J'avais pas la chance pour partir. Grâce à l'Académie Banlieue Culture, ils m'ont approché, c'est des grands frères, ils m'ont expliqué le projet et moi j'ai cru au projet. Je suis venu, je suis dans l'association à 100%. Après sa première année de création, l'association a organisé des compétitions de danse et de rap. Les gagnants ont été récompensés par des sessions d'enregistrement avec Peak Sound Studio. En 2018, 50 jeunes ont terminé leur formation au centre en montage vidéo et en musique. L'année suivante, 50 autres étudiants sont sortis avec des qualifications en commerce. Des résultats encourageants pour les fondateurs qui espèrent apporter le maximum de chance aux jeunes Sénégalais et les accompagner pour une vie meilleure dans leur pays. Un secteur où l'on pourrait effectivement aussi former les jeunes, c'est le sport. Et Yacouba Ouedraogo est là. Yacouba Ouedraogo est là pour nous en parler. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, début aujourd'hui des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 avec une entrée en matière réussie pour la République centrafricaine qui a disposé du Rwanda 2-0 à Bangui. Le Malawi a pris le dessus sur le Soudan du Sud 1-0, 0-0 entre le Cameroun et le Cap-Vert, 2-1 pour le Nigeria qui recevait le Bénin, 3-0 pour la Guinée-Bissau devant l'Eswatini. La Namibie a battu le Tchad 2-1, 1-1 entre la Sierra Leone et le Lesotho. Et actuellement, au stade du 4 août à Ouagadougou, c'est encore 0-0 entre le Burkina Faso et l'Ouganda. C'est la mi-temps. Mi-temps également au stade Lat Dior de Thiès, où le Sénégal mène 2-0 devant le Congo. En Europe, Bernardo Silva a été suspendu pour un match et sanctionné d'une amende de 60 000 € par la fédération anglaise. Dans un tweet en septembre, il avait comparé son équipier Benjamin Mendy à un personnage noir dans une marque de biscuits. Bernardo Silva avait rapidement retiré le tweet, mais admis qu'il avait pu choquer certaines personnes en raison des connotations historiques du personnage Conguitos. Joueur clé de Manchester City cette saison, le Portugais va donc manquer le choc face à Chelsea, 3e à 1 point de City, prévu le 23 novembre. Et puis, il refait surface, mais pas pour entraîner. Arsène Wenger a été nommé directeur du développement du football mondial. Il sera chargé de superviser et de diriger la croissance et le développement du football pour les hommes et les femmes, selon le communiqué de la FIFA. Wenger occupera également un rôle central sur les questions techniques en qualité de membre des deux groupes
consultatif de l'International Board, garant des règles du jeu. Il succède ainsi à l'ancien international néerlandais Marco van Basten, qui a quitté la FIFA en octobre 2018. L'ancien technicien emblématique d'Arsenal, 70 ans, a connu le succès sur le banc de Monaco, puis des Gunners, qu'il a dirigé pendant 22 ans jusqu'en 2018, remportant 3 titres de champion et 7 coupes d'Angleterre. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Avec l'évolution technologique, se déplacer à pied n'est plus un problème ici à Washington, D.C. En effet, les piétons ont plusieurs options au bout des doigts. Avec leur téléphone portable, ils peuvent appeler un taxi comme Uber ou Lyft, louer un vélo ou un scooter. Cependant, l'utilisation du scooter comme moyen le plus récent a pris de l'ampleur dans la ville au point de susciter des inquiétudes. Sadia Zeb Ramja nous donne plus de détails sur leurs avantages et quelques inconvénients. Le récit est de Thierry Kaoré. Alimentés par une batterie, des scooters électriques ou des scooters électroniques circulent dans les rues de Washington, D.C. Pour les touristes visitant la capitale américaine, ces scooters colorés sont devenus leur dernière attraction. Oui, c'est super amusant. Ils sont très amusants. C'est vraiment amusant et beaucoup plus rapide que de marcher. Ils sont rapidement devenus une option pour les personnes qui ne vont pas assez loin pour prendre un taxi, mais ne veulent pas attendre un bus ou marcher. Nous essayons vraiment de fournir des options aux habitants du district et aux visiteurs, options à faible coût. Cela semble être un bon circuit économique et c'est aussi bon pour l'environnement. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Beaucoup se disent dérangés par le nombre croissant de scooters prenant les trottoirs. Le conseil municipal de D.C. a présenté un projet de loi interdisant les scooters de 22h à 4h du matin afin de réduire les incidents quand il fait noir. Mais les responsables d'une entreprise de scooters sont en désaccord avec cette interdiction et insistent sur le fait que les scooters sont parfaitement en sécurité si les utilisateurs respectent les règles. Dans notre application, il est indiqué très simplement qu'il ne faut pas rouler sur le trottoir. Emprunter la piste cyclable lorsqu'une piste cyclable se crée. Aussi, il y a une carte qui indique où vous pouvez aller et là où vous ne pouvez pas aller normalement. Encore que beaucoup d'utilisateurs ne portent pas de casque. Le problème est que personne ne porte de casque. Il existe 8 entreprises différentes proposant des services de scooters électriques à Washington, D.C. avec des milliers d'utilisateurs quotidiens. Everett Lott a affirmé que ces scooters ne posent aucun risque pour la sécurité. Nous avons eu environ 150 incidents signalés en 8 mois. Et encore une fois, moins de 25% d'entre eux se sont produits en soirée. Mais en ce qui concerne certains types de blessures, je n'ai pas vu de données à ce sujet. Certaines entreprises de scooters proposent des formations pour les débutants. Mais comme pour les casques, peu de gens s'intéressent à ces formations. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.